Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité à la Radio du Monde. L'atelier des médias, Steven Jambeau. Reportage à Abidjan où a été lancée en décembre la première plateforme de MOOC 100% ivoirienne. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire veut accélérer la mutation numérique des universités ivoiriennes. L'objectif premier, répondre à la hausse croissante du nombre d'étudiants dans le pays sans attendre la construction de nouveaux campus. L'atelier des médias, Steven Jambeau. Demain, à partir de 13h10 TU. RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International. Ravi de vous retrouver tous après notre petite pause estivale. Si vous êtes fidèles à notre rendez-vous, eh bien, nous sommes ravis. Et il faut le préciser, nous entamons aujourd'hui notre 10e saison à Radio Foot International. Le temps passe très vite au micro de cette émission. Vous nous êtes fidèles et en plus une grande satisfaction dans notre équipe. Nous venons de passer le cap des 500 000 amis sur Facebook. Alors un très grand merci de la part de toute notre équipe, David Finzel, Laurent Salerno et Pierre Guérin, et évidemment avec tous nos amis du service des sports. Nous vous disons à tous, ceux qui nous lisent, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent aussi chaque vendredi, vous en avez pris l'habitude avec le Facebook Live comme aujourd'hui, eh bien nous vous disons merci. Alors je vous présente les invités du jour puisque vous les voyez maintenant, on ne peut pas tricher. Ils sont là, ils sont à l'heure en plus. Et il est là, Rémi Ngono. Bonjour Rémi. Bonjour Annie, bonjour à tous les auditeurs. Il a couru, il est essoufflé. Ah Rémi. oui, je suis essoufflé. Heureusement, je fais du sport pour essayer de chasser un peu la vieillesse. De vous entretenir. Face à vous, alors il a mis son bleu de chauffe, paraît-il, selon Franck Simon. Xavier Barré, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous. Tu vois ce que c'est quand moi j'arrive en vélo, à chaque fois. Tu te moques, mais tu vois, de temps en temps, ça te fait du bien de courir. Franck Simon avec ses couleurs africaines. Mes Bonjour couleurs Franck. Bonjour à Ivoirienne bonjour en à plus. tous. Alors africaine et ivoirienne. Moi j'ai pas fait de sport pendant l'été, ça se voit. Bon, les couleurs de France Football. Et évidemment le Réfé. Et là aussi il est revenu de vacances. Bonjour Réfé. Eh oui, bonjour à tous. Et puis nous avons, on va vous le présenter, Saïd aujourd'hui. Bonjour Saïd. Bonjour, ravi pour cette première avec vous. Saïd Hamda, qui est un confrère, journaliste dans une radio du web, comme on dit, mais qui est stagiaire à RFI, à Radio Foot. Et vous l'entendrez tout le mois d'août. Alors aujourd'hui, c'est la reprise pour nous, pour les championnats européens. Et d'abord ceux de France et d'Angleterre. La Ligue 1 verra-t-elle encore une fois le sacre du PSG ou bien la suprématie des Parisiens sera-t-elle contestée cette saison et par qui le serait-elle? On se posera la question. Un championnat placé sous le signe du Ney. Le facétieux attaquant brésilien Neymar ira-t-il ailleurs ou restera-t-il jouer dans le championnat de France? En tout cas, il n'ira pas en Angleterre puisque le mercato s'est refermé hier alors que les matchs de Première Ligue recommencent dès ce soir. À quoi ressemblent cette année les équipes du Big Six? Eh bien, nous vous les présenterons. Et puis, nous entendrons aussi dans Radio Foot International Didier Drogba, l'ancien international ivoirien, car des rumeurs circulent sur sa possible candidature à la Fédération ivoirienne de football et nous lui demanderons s'il est candidat. Mais avant d'ouvrir les débats, notre petit clin d'œil, notre hommage aussi à un cinéaste français décédé hier, Jean-Pierre Mocky, qui dans sa jeunesse avait été gardien de but à Cannes, ça vous parle Franck? Et vous ferez peut-être des films après, qui sait, comme Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky avait réalisé un des meilleurs films de cinéma sur le football. Le titre « À mort l'arbitre » avec Eddie Mitchell, en homme en noir, et Michel Serrault, le supporter exalté. Ce qui est intéressant, c'est que ce film qui parlait de la violence dans le football avait été fait 2 ans avant le drame du Ezel de 1985. 20 millions de gens en France ont vu ce film. Hommage. Eddie Mitchell est le gibier de potence d'une chasse à l'homme urbaine. Oh, chasse l'arbitre! D'avoir perdu, c'est un sale coup pour le club. Tu m'étonnes! Pourri l'arbitre! On va te faire payer, pauvre con, va! On va lui faire payer son péno à ce fumier. Bon, y a pas d'autre sortie, L'arbitre tribune! Et fais gaffe, et va voir là-bas, je te dis! On chasse l'arbitre!
Attendez avant de sortir, il y en a toute une flopée devant la porte et c'est vous qui les attendent. Ah merde. Ah bah faut que je file à FR3, j'ai une table ronde sur l'arbitrage. Et vous croyez que c'est dangereux? Oh ben allez voir vous-même. C'est con hein, une foule. Ça suit le plus dingue et il y en a toujours un de dingue. Allez. Polo, je suis le masseur du club depuis 30 ans. J'ai un truc pour vous sortir de là. Allez, venez. À mort l'arbitre de Jean-Pierre Mocky. Et voilà notre clin d'œil, notre hommage. Merci beaucoup Jean-Pierre Mocky. Radio Foot, c'est parti. 1, 2, 3... vous connaissez la suite. Cela fait 3 semaines maintenant que l'Algérie trône sur le toit de l'Afrique. 3 semaines que les Fennecs ont ramené la coupe à la maison. Un élu pour beaucoup de déçus, bien sûr, et la valse des sélectionneurs bat son plein. Le 10e a quitté ses fonctions. C'était avant-hier, le léopard Florent Ibenge. En Côte d'Ivoire, les éléphants sont sûrement rentrés trop tôt pour leurs supporters, ce qui ne risque pas de mettre un terme à la crise que vit le football ivoirien et à ses divisions surtout. Alors des élections auront lieu en fin d'année à la Fédération ivoirienne et des rumeurs à Abidjan assurent que Didier Drogba sera candidat. Nous venons de le joindre, c'était juste avant l'émission et nous lui avons donc posé la question entretien avec Didier Drogba. Didier Drogba, bonjour. Bonjour Annie, bonjour. Merci d'être dans Radio Foot International aujourd'hui. Merci. On avait une question importante à vous poser, Didier Drogba. Il y a des rumeurs qui disent en Côte d'Ivoire que vous préparez votre candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Que répondez-vous? Êtes-vous candidat? J'ai vu un petit peu tous les articles, tout le remue-ménage qu'il y a autour du football ivoirien et de cette éventuelle candidature. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut m'intéresser parce que je connais bien le football ivoirien. On a été en équipe nationale pendant plusieurs années. J'ai côtoyé beaucoup de nos dirigeants et ces dernières années, je me suis aussi investi dans le football ivoirien. Donc oui, c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser parce que j'ai envie d'apporter au football ivoirien et puis au football africain aussi. Donc j'ai pas encore pris ma décision, mais c'est quelque chose vraiment auquel je réfléchis et si toutes les conditions sont réunies, ce serait oui, pourquoi pas. Et pourquoi seriez-vous candidat? Alors, on sait que le football ivoirien actuellement est un peu dans une mauvaise passe. Notamment, il y a un manque d'infrastructures et d'ailleurs, il y a une course aux infrastructures pour ce qui est de l'organisation d'une CAN en 2023. Les centres de formation, on a l'impression ces derniers temps que finalement, le football ivoirien ne produit plus de joueurs, de jeunes en tout cas, pour le football, ne serait-ce que de son équipe nationale. Il n'y a pas non plus de championnat de jeunes, pas de championnat de filles, auquel pourtant la FIFA oblige les fédérations. Ça serait les raisons pour lesquelles vous seriez candidat pour changer ça? Ce serait vraiment les raisons pour lesquelles je souhaiterais m'impliquer un peu plus ou de manière vraiment très forte dans le football ivoirien parce que je pense que on a vécu de belles années avec la génération précédente, les Drogba, Touré, Zokora et autres. Et là, on est dans une période où on a de bons joueurs, mais pour franchir un cap, pour arriver vraiment à faire partie de ces grandes équipes-là, il faut travailler sur un projet de renaissance dans tous les secteurs que vous avez cités, parce que il faut faire une meilleure planification, il faut avoir une vision qui va permettre, à travers la formation des jeunes, d'avoir des joueurs de qualité et surtout, pour pouvoir opérer cette formation, il faut des infrastructures pour la CAN à venir, surtout pour avoir des jeunes compétitifs et aider surtout les efforts qui sont faits par tous les centres de formation en Côte d'Ivoire, comme par exemple, pour ne citer que le centre Ali Bey à Jacquesville ou dans des centres à Bouaké, à Yamoussoukro ou même là, c'est Mimosa encore. Donc voilà, il faut aider ces clubs et ces centres de formation à se développer, à se structurer comme peuvent l'être des organisations européennes ou sud-américaines. Est-ce que c'est votre savoir-faire, votre expérience, parce que vous avez joué dans des grands clubs et notamment en Europe, qui pourrait vous aider à travailler si vous étiez président de la fédération? J'ai joué en Europe, c'est vrai, mais j'ai aussi joué en Asie, j'ai joué en Turquie, j'ai joué aux États-Unis. Donc, j'ai pu quand même voir les différents fonctionnements et ce qui est plutôt positif ou ce qui l'est moins. Donc, je m'appuierai sur mon expérience et bien sûr sur l'expérience aussi des personnes qui sont déjà dans le football ivoirien, bien sûr. C'est pas quelque chose qui peut se faire tout seul et
Je pense qu'on en avait déjà parlé il y a 1 an et demi ou 2 où je parlais de rassembler un peu les personnes autour du football ivoirien et enclencher la renaissance du football ivoirien. Je pense que c'est le mot-clé. Je me souviens qu'à l'époque, vous nous aviez parlé, on était en Mauritanie, et vous nous aviez parlé, il y a 1 an et demi à peu près, d'organiser des états généraux. Si vous étiez candidat, ça ferait partie de vos propositions d'organiser des états généraux du football ivoirien ? Oui, parce qu'il faut qu'on voit où on en est pour justement pouvoir prévoir et planifier l'avenir du football ivoirien. Parce que la Côte d'Ivoire, comme je le dis souvent, c'est un pays qui doit être maintenant à toutes les Coupes du Monde et pour espérer un jour passer les quarts de finale et se retrouver en finale ou même remporter une Coupe du Monde. Mais c'est quelque chose qui se prépare. Et à partir de ces états généraux-là, je pense que beaucoup de leçons, beaucoup d'idées peuvent sortir et ça ne peut que faire avancer le football ivoirien, effectivement. Est-ce que vous avez été déçu peut-être de voir que les éléphants ne participaient pas à la dernière Coupe du Monde, ils ne s'étaient pas qualifiés, que aux dernières CAN, on ne parle pas énormément de la Côte d'Ivoire, elle est sortie là en quart de finale. Les échecs arrivent. Moi, lors de mes débuts en équipe nationale, on ne s'est pas qualifié pour la CAN en Tunisie. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, on avait un groupe qui a eu plus de réussite que d'échecs parce que, justement, il y avait une vision commune, parce qu'on tirait tous dans le même sens et qu'il y avait une unité. Tout le pays était derrière son équipe nationale et on partait tous dans le même sens. Là, j'ai été déçu que la Côte d'Ivoire, mais ça, c'est en tant que supporter, que la Côte d'Ivoire soit sortie en 8e de finale de la CAN. Pour ce qui est de la Coupe du Monde, c'est vrai que nos joueurs avons mis une certaine... c'est un peu ce qu'on peut appeler notre héritage. Avoir permis à la Côte d'Ivoire de participer à 3 Coupes du Monde d'affilée. On était un peu déçus que la génération d'après ne puisse pas continuer. Mais je pense aussi, et je l'ai dit, c'est un mal pour un bien parce que ça nous permet d'appuyer sur tous les points sensibles qui font qu'on est plus au niveau où on souhaiterait être. Est-ce que Didier Drogba, si vous arriviez, on peut dire que vous auriez une baguette magique parce qu'il y a une vraie scission quand même, on le sait. Il y a notamment la direction de la Fédération ivoirienne de football d'un côté et puis ce GX qui regroupe entre un tiers et la moitié des votants de l'Assemblée générale que sont les présidents de clubs en grande majorité. Est-ce que vous avez des contacts des deux côtés? Est-ce que vous la sentez? Est-ce que d'ailleurs la santé du football reflète cette scission? Je pense que ce qui se passe au niveau des résultats n'est pas forcément anodin. Je pense qu'aujourd'hui, ce que vit le football ivoirien, c'est quand même une situation assez complexe. Si jamais je décide de me lancer, je ne viens pas pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais plutôt pour rassembler. Rassembler et être, qui sait, peut-être candidat à cette élection pour être président de la Fédération ivoirienne de football. Franck, nous étions ensemble justement en Mauritanie lorsqu'on l'avait rencontré, Didier Drogba, et lorsqu'il nous avait déjà parlé de sa tristesse de voir que c'était un contexte, disons, assez peu favorable. Ça venait de démarrer en fait. Voilà. En fait, le GX, l'opposition à la Fédération ivoirienne, venait de s'organiser, se lancer. Ça s'appelait le G30, je crois, à l'époque. Oui, à l'époque, G30, c'est devenu le GX par la suite, etc. Mais on l'avait vu en décembre et c'était juste après l'élimination des éléphants par le Maroc à Abidjan. Et donc, c'est là que le remue-ménage a commencé, qui est une opposition qui très très forte, moi j'appelais ça la rébellion, qui s'est montée en opposition contre les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football. Et lui, effectivement, on le sentait assez... touché. Oui, assez touché, pas frustré, mais touché. Et on voit qu'il y a eu une évolution dans sa réflexion. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux, il faudrait qu'il y en ait encore plus que lui, et peut-être encore plus que ça. Il faut aller au-delà même de ce constat maintenant. On attend de voir s'il se présente, quel sera son programme, tout simplement, ses idées pour résoudre la crise. À l'écouter, qu'est-ce qu'on comprend? Il va l'être? Oui. On comprend qu'ils veulent l'être, et ils peuvent l'être, puisqu'il y a une réforme des textes de la Fédération ivoirienne. Moi, je pensais, et j'avais tort, qu'il fallait être dirigeant de club. C'est plus obligatoire. Voilà, vous pouvez vous présenter sans être dirigeant de club. Donc, il n'est pas dirigeant de club, même s'il s'est investi, on se souvient, du côté des guêpes de Williamsville, il les a aidés, etc. Mais il n'était pas dirigeant. Et du coup, il peut très très bien venir avec un programme et des gens pour prendre la succession d'un Sidi Diallo. Un programme des gens, mais il faut de l'argent aussi, on sait. Et on sait que c'est souvent le nerf de la guerre.
et pour mener à terme un programme ambitieux, est-ce qu'il aura lui-même les moyens financiers pour relever un peu le football ivoirien, notamment vous parliez des structures pour ce qui concerne les championnats de jeunes, par exemple, qui sont pratiquement inexistantes. Même le championnat qui est diffusé sur Canal+, c'est un championnat qui ne donne pas l'impression d'avoir progressé depuis 2 ans. Attention sur les championnats de jeunes, hein, parce que l'opération C Jeunes, qui est aussi pilotée par Jean-Marc Guillou et la Fédération ivoirienne, elle a démarré certes en retard, mais elle a quand même démarré. Elle était prévue au départ pour février-mars. Elle s'est lancée. Donc il y a quand même un petit renouveau, il y a une petite piqûre comme ça pour rebooster. Et il y a quand même il se passe quand même des choses dans les quartiers. Voilà, c'est pas un championnat de jeunes au sens, je dirais, occidental du terme, mais il y a des choses quand même. Après, Xavier a raison, il y a besoin d'argent. Évidemment, mais ça peut être une fédération qui gagnerait de l'argent. Elle a des grands joueurs qui peuvent vendre, notamment. Mais le but, c'est pas de gagner de l'argent en tant que fédération, c'est de le redistribuer. Oui, c'est de redistribuer au club. Mais en capter pour pouvoir le redistribuer. Et ça, on a vu ce phénomène en Europe, notamment sous l'impulsion de Michel Platini à l'époque, quand des grands joueurs ont pris la possession de certaines fédérations, notamment en Europe de l'Est. Et on a vu à ce moment-là que les contextes locaux étaient très particuliers. Boniek a réussi en Pologne, par exemple, qui est un grand copain de Platini. Dans les Balkans, ça a été beaucoup plus compliqué pour Pitti Stojkovic, qui n'est pas resté, par exemple. Donc le grand joueur, malgré son nom, malgré sa notoriété, malgré son expérience, il ne peut pas tout faire. Il faut qu'il ait vraiment les leviers du pouvoir, et notamment du pouvoir financier. Ça, c'est sûr. Rémi, ça serait une bonne idée ? Super bonne idée, mais je voudrais rappeler à Xavier Barret que en Afrique, les présidents de fédération, c'est comme des souris. Ils viennent pratiquement avec rien du tout. Ils s'installent dans le grenier. Or, lorsque vous essayez de voir Didier Drogba, ce n'est pas celui-là qui ressemble à un endoparasite, dans la mesure où il se suffit. Sa générosité, bien au contraire, se fait ressentir en Côte d'Ivoire, dans la mesure où vous allez voir qu'il a créé des hôpitaux pour femmes et enfants. C'est-à-dire qu'il a pris de l'argent de ses poches pour investir. Ça, c'est déjà beaucoup. Ce que personne d'autre, même les hommes politiques, ne font pas. Ce qu'un président de fédération ne peut pas faire en Afrique. Donc, quand vous parlez de l'argent, il en a déjà, parce qu'on regarde déjà ce qui représente. Deuxième des choses, il faut savoir que dans le contexte de la division en Côte d'Ivoire, et même sur le plan politique, l'un des hommes à être le flambeau de la paix, le porte-flambeau de la paix, c'est Didier Drogba, qui d'ailleurs est ambassadeur de la paix. Donc, pour moi, aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder les fuites sur le schisme qu'il y a dans le football ivoirien, et lorsqu'on voudrait avoir quelqu'un qui peut rassembler, c'est Didier Drogba. Et maintenant, vous avez parlé aussi de ce qu'on appelle l'étiquette qu'il faut vendre. Parce que le football, en même temps, il faut vendre avec un nom porteur. Didier Drogba, c'est déjà un label, lui seul, qui peut ramener beaucoup d'argent. Et il a quand même eu à vous raconter tout de suite qu'il a une expérience multidimensionnelle, multiplanétaire. Il a joué dans beaucoup de championnats. Dans beaucoup de continents. Dans beaucoup de continents. Il a collaboré avec beaucoup de gens. Et surtout, c'est un très grand homme d'affaires. Donc pour moi, cet homme est vraiment lisse, cet homme est rassembleur, cet homme est généreux, c'est tout ce qu'il faut. Et de toutes les façons, j'ai toujours revendiqué qu'il y ait de plus en plus des footballeurs qui s'impliquent dans la gestion du football africain pour que eux-mêmes puissent apporter leur expérience, leur professionnalisme. Il y a un proverbe africain, c'est le premier de la saison, qui dit que c'est à celui qui revient le manguier qui profite des mangues. Alejandro, vous avez des mangues ? J'ai pas de mangue, mais j'ai une certaine admiration quand même parce que j'estime comme Rémi que Didier Drogba montre un vrai courage en se lançant dans cette campagne alors qu'il aurait pu plus confortablement être un peu dans l'ombre d'un autre candidat et ne pas s'exposer autant. Il a plus à perdre qu'à gagner. Et d'ailleurs, bon, c'est pas un vrai sondage, mais je vois les réactions des personnes qui nous suivent sur Facebook Live. Il y a énormément de messages, des soutiens qui arrivent de Côte d'Ivoire, donc ça montre que quand même il y a une attente. Il y a une attente. Il y a une attente. Il y a un besoin et un espoir. Il y a un vrai besoin. Quand on connaît effectivement la situation sur le plan local, on ne va pas tout détailler. Mais aujourd'hui, quand vous avez l'un des clubs les plus titrés du continent et de Côte d'Ivoire, qui s'appelle l'Africa Sport, qui souffre d'une double identité. Il y a 2 présidents, 2 groupes de joueurs. Le championnat reprend dans moins de 10 jours. L'argent
que la fédération, l'argent des sponsors, parler d'argent, l'argent que les diffuseurs. sponsors et des diffuseurs, l'argent qui doit aller, il y a 70 millions de francs CFA qui sont normalement dévolus, la moitié a déjà été versée à tous les clubs du championnat ivoirien, sauf à l'Africa, en raison de ce problème, parce que en fait, c'est un club bicéphale. Et voilà, ce genre de difficultés, c'est ce contre quoi luttait Didier Drogba. Et il devrait en être bien informé, parce que son oncle Michel Goba est un ancien Africa, et on sait que Didier aime bien l'Africa aussi. Donc à un moment donné, quand il dit, j'ai noté ça, il dit, je vais pas prendre parti. Il y a un moment donné, quand même, tu dois mettre les pieds dans le plat. Il le sait sûrement. Il le sait sûrement. Le football africain, alors évidemment, on vous tiendra informé des suites et surtout le jour où Didier Drogba sera vraiment candidat s'il décide à un moment, si les conditions sont réunies, comme il le dit, s'il décidait d'être candidat et l'un des candidats, j'imagine, à cette fédération. Restons juste dans le football africain. Je voulais votre commentaire, messieurs, sur la consolidation du titre du champion d'Afrique 2019 pour l'Espérance de Tunis. Et surtout, ce qui est à noter, c'est que le comité exécutif de la CAF a été désavoué. Sa décision de faire rejouer le match retour a été cassée par le tribunal arbitral du sport en Suisse. En fait, Alejandro, dans Radio Foot, on le disait quand même, et on s'en souvient, Rémi et tous ont trouvé cette décision incongrue. Et en plus, on avait l'impression que c'était prévisible, qu'ils avaient pris une décision qui était en dehors des règlements propres à la CAF. Surtout qu'ils pouvait créer un précédent dangereux. Donc, au niveau mondial en plus. Que la FIFA a été consternée par ces décisions du comité exécutif de la CAF début juin et qu'elle est très heureuse de voir que le TAS n'a pas approuvé cette décision et a permis donc à la nouvelle CAF surveillée par Fatma Samoura de contrecarrer cette première décision et d'appliquer tout simplement leur règlement. Le Wydad n'avait pas à ne pas poursuivre le match jusqu'au bout, quelles que soient les raisons qu'ils pouvaient avoir et les critiques qu'ils pouvaient émettre à l'égard de l'arbitre. En le faisant, ils s'excluaient eux-mêmes de la compétition. Donc ça me paraît une décision logique. Ouais. Ça vous paraît logique aussi ? Très logique, dans la mesure où j'étais déjà en train de parler de cette façon de Ahmad Ahmad de ne pas savoir regarder, lire les textes et les règlements. Donc, à une certaine Rémi, on se souvient, il y a eu beaucoup d'épisodes récemment. On se souvient par exemple du Cameroun où on se demandait un certain temps si des saisies de l'organisation, ils allaient c'est pour ça que je dis qu'à une certaine période, là maintenant c'est la loi. Et surtout, ça nous prouve quelque chose aujourd'hui. C'est que Ahmad Ahmad a perdu les manivelles. Première des choses, sa décision est cassée. Deuxième des choses, parce que ça avantageait le comité exécutif. Et autre chose également, parce que c'est lui qui pilote quand même le comité exécutif. Autre chose, il faut savoir que la directrice de la communication, une autre malgache qui était totalement le bras droit d'Ahmad Ahmad, a été poussée à la sortie en passant pas par la fenêtre mais par la cheminée, de telle sorte qu'aujourd'hui elle est partie. Donc, une fois de plus, on se rend compte que la FIFA est en train de montrer que la gestion d'Ahmad Ahmad était incongrue et qu'il ne prenait pas des décisions dignes de son nom. Donc, une fois de plus, c'était une décision forte, une décision basée sur les textes et les règlements, alors que lui, il voulait, dans son fallacieux prétexte, se baser sur le VAR qui n'avait pas fonctionné. Or, dans les textes et règlements de la CAF, il n'y a pas de VAR. Bien sûr. On ne va pas revenir sur tout ce débat parce qu'on l'a beaucoup mené. Un petit mot peut-être, Franck ou Xavier ? Juste un petit mot. Moi, j'avais commenté la finale aller où le Wydad n'avait pas été aidé par l'arbitrage. Ils s'étaient retrouvés à 10. Ils avaient quand même arraché un nul qui était mérité. Bon, on ne peut pas dire qu'ils aient été bien inspirés de quitter effectivement le terrain. Ça ne se fait pas. L'UEFA avait pris la même décision à l'égard du Grand Milan AC dans les années 90 qui avait quitté le terrain du Vélodrome. Vous en souvenez peut-être, Annie. Donc voilà. Donc après, on applique le règlement. La décision est juridiquement cohérente. Après, sportivement, oui, le contexte. C'est peut-être pas terminé, les amis. Parce que les gens de Wydad vont pas laisser passer ça. Ils vont contre-attaquer. Pour l'instant, il y a une décision qui Ils peuvent contre-attaquer pour avoir plutôt une grosse suspension. Parce que mais c'est ce qui leur pend au nez. C'est ce qui leur pend au nez. Parce que quand on... Je dis pas que c'est bien, Rémi. Je te dis, c'est ce qui peut se passer aujourd'hui. C'est que le Wydad, ils se sentent doublement frustrés pour des raisons que Xavier a un petit peu évoquées là, sur l'ensemble des deux matchs. Après, ce qui est apparu, on l'a évoqué de façon très furtive là sur la décision. Et la décision qui a été cassée par le TAS, puis celle qui a été rendue par le jury disciplinaire, la commission disciplinaire de la CAF. Ouais, bien sûr. Le problème,
et on n'est pas rentré vraiment dans le détail, c'est que la première décision était celle du comité exécutif et qu'il n'était pas, c'était pas à lui de la prendre. C'est ça. Donc, exactement, voilà, c'est pour ça que pour le TAS a corroborer les décidé. propos aussi de Rémi. Hein. On reviendra mercredi un peu sur le football, alors pas sur ces problèmes plutôt juridiques, mais on reparlera des suites de la CAN, des lendemains de la CAN. Ça continue, là. Ça a même débuté, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération africaine, aujourd'hui, cet après-midi. Voilà, on est en plein dedans. La nouvelle saison a débuté. Voilà, et on reviendra donc sur le football africain d'une façon générale mercredi prochain. Pour l'instant, Ligue 1. Monaco-Lyon, le match qui lancera ce soir, le championnat de France, là aussi on y est, Franck. La Ligue 1 reprend comme l'an dernier, une semaine après le trophée des champions, et comme l'an dernier, et comme les 7 dernières fois, remporté par le PSG, ce trophée des champions. Le trophée qui s'était disputé en Chine, où les Parisiens comptent des supporters. Vous en avez déjà entendu certains sur l'antenne. J'avais regardé quand même sous le coude celui-ci. Écoutez André, il a appris le français par amour pour le Paris Saint-Germain. J'ai supporté PSG depuis plus de 5 ans, précisément après l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic. Et ces dernières années, j'ai regardé la plupart des matchs du PSG, soit Ligue 1 championnat, soit la Ligue des champions. Je ne suis pas né à Paris ni en France, mais dans le monde du football, je me prends toujours un Parisien, 100% Parisien. Mon rêve, c'est un jour, je veux être un membre des CUB, collectif ultra parisien, dans le virage Auteuil. Ils sont fous. Chaque match, ils donnent beaucoup de peine à chanter, danser. J'ai connu beaucoup de chants des matchs. Donc je peux chanter un peu. J'ai réfléchi un peu. PSG, tous ensemble chantera. Cet amour qu'on doit, qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galère de combat, au bout de PSG, on va se casser la voix. Ne jamais rien lâcher, toujours encourager le PSG à aller. Allez, le PSG allez. Ne jamais rien lâcher, toujours encourager le PSG à aller. Un vrai passionné à l'autre bout de la terre. Vous avez trouvé l'unique exemplaire, l'échantillon. En plus, il apprend tout ça sur les réseaux sociaux. Il n'est jamais venu en France, bien sûr. C'est extraordinaire, la passion. Non, mais ça donne raison aux dirigeants du Paris Saint-Germain d'avoir beaucoup travaillé sur le développement de leur marque en Chine, en recrutant Beckham, en recrutant Zlatan, dont la notoriété à l'époque supérieure au PSG. Ça a permis de faire connaître le club. Et ensuite, par exemple, sur le site internet du PSG, vous avez aussi en chinois. C'est aussi dans beaucoup de langues, et aussi en chinois. Donc c'est une politique de développement qui commence à passer. Vous allez jouer sur des terrains pourris, c'est peut-être pas le meilleur. C'est pas la mission du PSG. Il y a eu des telles pluies, mais il y a à peu près 1 500 000 supporters en Chine. Alors évidemment, comme il y a 1 300 000 habitants, ils peuvent encore en conquérir des supporters. Le PSG en Chine avec 28 joueurs quand ils étaient là-bas, et notamment Neymar, le Brésilien surnommé Ney à Paris. Kylian Mbappé qui joue bien le coup pour Neymar. Neymar en contre-attaque maintenant qui va entrer dans la surface de réparation et pouvoir frapper. Neymar qui fait de la frappe et qui marque. Il marque le Brésilien Neymar après avoir pointé. Vous avez un nez. Un nez très grand. Vrai. Ah. C'est tout? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Un peu court le nez, c'est ça? Ça, c'est Cyrano de Bergerac. Oui, bien sûr. Alors, messieurs, ce joueur qui est Neymar, restera-t-il ou pas? Évidemment, à Shenzhen, son nom est sur toutes les bouches, et notamment son entraîneur est Kylian Mbappé. Vous savez, il a fait très bien, et l'état d'esprit était très bien, non? Avec l'équipe et avec beaucoup de qualité. Et il aime de jouer, et on peut regarder. C'est un bon état d'esprit. Maintenant, malheureusement, il est suspendu pour les premiers matchs, mais il est avec nous et c'est bien. Moi, je veux pas qu'il parte. Je veux qu'il reste. Il veut qu'il reste chez nous. J'en ai déjà parlé avec lui. Il sait ce que je pense de lui et il sait ce que je pense de sa situation. Donc tout va très bien entre nous. On est une relation basée sur l'honnêteté et le respect. Donc, comme je le respecte et je l'admire beaucoup, je lui ai dit ce que je pensais de sa situation et tout va très bien. Voilà, tout va très bien, a priori, avec Neymar. Xavier Barré, est-ce que la Ligue 1 sera encore, selon vous, sous le signe de Neymar? Et je vous demanderai votre avis, bien sûr. Moi, je pense que il peut pas continuer dans cette situation. C'est très compliqué. Est-ce qu'il va jouer le premier match du PSG?
Demain contre Nîmes Dimanche contre Nîmes, non, je pense qu'il y sera pas. Il a fait aucun match de préparation, donc il y a peu de mais chance. Il a fait toutes les séances d'entraînement. Oui, mais bon, ça m'étonnerait qu'il y soit pour une bonne et simple raison, c'est que si le Paris Saint-Germain doit le vendre, c'est comme quand vous essayez de sponsoriser un nouveau stade, il vaut mieux qu'il y ait aucune marque dessus. Donc si Neymar n'apparaît pas avec le maillot du PSG en ce début de saison, ce sera plus facile de le vendre à un club qui voudra communiquer sur lui. Le Neymar 2019-2020, ce sera celui de je sais pas, de Barcelone, du Real ou d'un autre club. Là, s'il commence la saison au PSG, ça veut dire, on s'est dépêché de le transférer avant le mercato, ça fait baisser encore un petit peu son image. Donc moi, je pense pas qu'on le voit sous le maillot du PSG en ce début de saison, s'il doit partir. Alejandro, est-ce qu'il va rester en Ligue 1 ? Ah non, il va pas rester. Et d'ailleurs, s'il venait à jouer dimanche, il risquerait aussi de susciter la bronca du public et ça ne serait bon pour personne. Mais évidemment, il va pas rester. Leonardo, tout son entourage, j'ai des personnes à qui il l'a dit, qui sont proches de lui et qui rapportent quand même ses propos. Le problème, c'est comment s'en séparer. C'est ça la grosse difficulté. Sans perdre la face, c'est ça ? Disons que Barcelone joue plutôt la pourriture de la situation. Ils attendent que... Pour payer le moins cher possible ? Pour pas payer, pour l'échanger avec Coutinho, voire éventuellement un autre joueur. Donc le PSG n'est pas du tout favorable à cette solution. Ils ont activé une piste du côté du Real Madrid pour essayer de dynamiser un petit peu les négociations avant qu'on arrive à la fin du mercato. Mais je pense qu'on l'avait dit au début de l'été, ça va durer longtemps cette affaire. Ça dure. C'est ce qui se passe. Franck, est-ce qu'il devrait rester pour la Ligue 1 ? Parce qu'on voit qu'en Chine, même s'il y a une Mbappé mania qui naît, c'était quand même Neymar. Et d'ailleurs, il a pas joué le match et il y a eu pratiquement la moitié moins de spectateurs dans le stade que l'an dernier à Shenzhen. On se rendra compte de ce qu'il a pu apporter. Et c'est un petit peu à l'image d'un Zlatan, par exemple, quand il aura quitté le club. Mais je crois que c'est inéluctable. Je crois qu'il va pas... Enfin, je vois pas pourquoi il resterait, quoi. Rémi, tout a été dit. Non, mais restera pas. Il faut qu'il reste, il faut pas qu'il reste. Première des choses, si Neymar venait, c'était pour la Ligue des Champions. Or, on se rend compte que le Paris Saint-Germain, depuis l'ère Qatari... Enfin, il les a pas beaucoup aidés en Ligue des Champions, Neymar. C'était les quarts de finale, et puis ils achètent, ils arrivent maintenant à être éliminés en 8e de finale. Peut-être que cette saison, ils seront éliminés en 16e de finale, qui sait. Donc, parce qu'il y a un programme africain qui dit que plus la montagne est haute et plus les herbes sont petites. Donc, pour moi, aujourd'hui, je crois quand même que, vous voyez, la saison dernière, Neymar a été absent pendant 10 semaines. Non, mais il a été blessé les deux. Ouais. Mais le Paris Saint-Germain a été champion. Puisque l'objectif du Paris Saint-Germain et son seul terrain de jeu, c'est d'être champion de France. Il n'y a plus de rêve Paris ne rêve plus grand. Paris rêve Paris. Paris rêve la France. Donc pour moi aujourd'hui, Neymar ne sert à rien avec son gros salaire. Et au-delà de ça, je crois que Paris Saint-Germain devrait se reconstruire parce qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui vont repartir, qui sont liés à ça. Et donc, gardez Neymar aujourd'hui, qui va vous pourrir la saison, qui va moisir totalement le vestiaire. Lui-même qui n'est pas en odeur de sainteté et d'humeur compatible avec Leonardo. Ce sera très chaud. Il y a un proverbe africain qui dit « Mieux vaut un petit feu qui te réchauffe qu'un grand feu qui te brûle ». Alors, petit feu, grand feu, eh bien, une question. Qui pourrait, cette saison, alors là, on va évidemment prospecter un peu, mais qui pourrait détrôner le Paris Saint-Germain dans cette saison 2019-2020 qui commence dès aujourd'hui ? Pour le titre de champion ? Bah oui. Personne. Ah bon, bah alors aucun club de Ligue 1 n'a le potentiel. Sur la durée, c'est vrai que ça paraît compliqué. Il y a encore des clubs qui vont les égratigner, qui vont les battre, etc. Mais je crois pas que ils vont lâcher non, de 7. On va dire qui pourrait être un digne dauphin, voire sur le podium. Sur le papier, c'est Lyon. C'est même la seule équipe le seul club qui a l'effectif à peu près conséquent. Ils vous ont convaincu ? Non, mais sur le papier, sur le papier, c'est Lyon. Voilà, on les verra jouer contre Monaco ce soir. On verra ce que ça donne. Pour le moment, ça n'a pas été très convaincant, mais c'est un club en reconstruction avec un nouvel entraîneur, un nouveau directeur sportif, beaucoup de nouveaux joueurs. Donc oui, a priori, c'est Lyon. Maintenant, le problème de Lyon, c'est qu'ils vont être, comme Lille d'ailleurs, confrontés à des mercredis européens ou des mardis européens avec la Ligue des Champions et le championnat le week-end. On sait que ces Coupes d'Europe sont dévoreuses d'énergie. En plus, les joueurs sont focalisés là-dessus parce que c'est quand même la compétition la plus prestigieuse. Et du coup,
des clubs comme Lyon, même s'ils ont un effectif conséquent, comme Lille qui a un effectif moins important, ils ont du mal ensuite en championnat le week-end quand ils ont joué en Coupe d'Europe. Moi, je vois qu'il y a un club qui a rien à perdre cette saison et qui ne joue pas de Coupe d'Europe et qui sera peut-être la bonne surprise, en tout cas pour l'intérêt du championnat, c'est l'OM. C'est l'OM, parce qu'ils ont des joueurs d'expérience, ils ont un nouvel entraîneur, une nouvelle dynamique, et donc pas de Coupe d'Europe la semaine. Donc on verra si l'OM sera peut-être pas la bonne surprise de cet automne. Franck, vous voyez, c'est pour ça qu'il s'habille en blanc et bleu, non, Xavier Barré. Franck, c'est totalement vrai, c'est totalement juste cette analyse. Ça fait 6 ans qu'ils ne disputent pas la Ligue des Champions, l'OM. Ça veut dire que ça fait 6 ans quand même qu'ils ne sont pas parmi les premiers. Alors que là, ils la joueront même pas. Ça fait 6 ans aussi c'était un peu le grand n'importe quoi. Donc on va pas refaire l'historique des montagnes russes phocéennes. Mais leur recrutement est quand même pas. Si, vous a convaincu. Ils prennent un avant-centre, c'est ce qui leur manquait. Ouais. Et ils gardent des joueurs d'expérience, de qualité. Thauvin est toujours là. Il faut voir aussi l'apport du nouvel entraîneur aussi. Un avant-centre qui s'appelait Balotelli. Non, mais enfin un intermittent du spectacle. Non, mais il faut être réaliste. L'OM n'avait pas l'effectif pour jouer Coupe d'Europe et championnat. Cette année, ils ont un effectif qui me paraît correct pour jouer les premiers rôles en championnat. S'ils démarrent bien, effectivement, ils peuvent profiter du fait que ces fameux clubs européens vont peut-être laisser non seulement de l'énergie, mais des points ailleurs. Donc pourquoi pas. Alejandro Valente. Je me souviens que l'année dernière, à peu près Lille. Voilà, exactement. Ouais. Alors, qui vous nous annoncez cette année? Moi, c'est vrai, c'est difficile encore parce que les mercato n'est pas fermé et que les clubs vont encore beaucoup changer. Mais j'ai une petite faiblesse pour Saint-Etienne cette année. Je trouve qu'ils se sont bien renouvelés. Je pense que ça peut être une équipe qui peut nous surprendre un petit peu. Après, espoir. Je dis pas qu'on va aller. Parce que chaque année, ils nous surprennent, mais en même temps, ils nous déçoivent. C'est un peu le poulpe, le Réfé. Donc, chaque année, ils nous trouvent des trucs. Alors, on a consulté le poulpe. Rémi, vous Vous n'êtes pas Paul le poulpe, vous êtes Rémi le poulpe. Je vais totalement être en désaccord avec Franck Simon et Xavier Barré. Parce que non, ne vous en faites pas, vous avez pris votre camp. Donc, vous êtes mes adversaires et je vous cible. 10e saison la première des choses, quand on me parle de Lyon, par rapport à ce qu'on me dit, mais ils vont Fekir, vous perdez Fekir, vous perdez Ndombele, et on me dit qu'ils ont un bon effectif. Moi, je rigole. Deuxième des choses, on me parle de l'OM. Lorsque je regarde l'OM avec ce que vous appelez comme des joueurs expérimentés, bien au contraire, c'est des joueurs vieillissants, c'est des joueurs qui sont époumonés, lessivés, laminés et qui ne peuvent pas se régénérer. Donc là où il fallait que l'OM puisse Rémi, il faut conclure. Là où l'OM devait recruter, c'était dans le secteur défensif. Je n'y vois rien. Parce que n'oubliez pas que l'OM a battu le record qu'un club européen n'a pas encore battu. 80 buts encaissés pour une année, c'est incroyable. Donc, l'OM a réussi cet exploit. Alors, et donc, tout Rémi, ça, on me dit, qui sera deuxième? Un entraîneur qui ne connaît pas jouer en blindant le derrière. Alors là, moi, je vous dis, moi, je préfère plutôt voir ou Saint-Étienne ou Bordeaux. Parce que les autres, franchement, ce ne seront pas des surprises. C'est depuis des années qu'on chante l'OM et ça fait, comme vous l'avez bien souligné, depuis 2013 qu'ils ne se sont pas qualifiés pour une Ligue des Champions. Saïd, vous, qui verriez-vous arriver sur le podium de Ligue 1? Je partage l'avis d'Alejandro. Je verrais bien Saint-Etienne qui s'est bien renforcé en ramenant Boudbouz notamment, qui compense le départ de Cabella. Saliba aussi, qui a été acheté par Arsenal, mais qui a été prêté de nouveau à Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne me paraît cohérent, le projet. Donc, comme Alejandro, et ils peuvent encore en plus se renforcer. Donc voilà, Saint-Etienne, je les vois bien cette saison. Allez les Verts, alors il faudra ressortir la chanson où on inventait une nouvelle. On trinquera au vert. Direction l'Angleterre. Inside the area to David Silva and Mahrez.
Allez, du rythme du rock en Angleterre et comme en France d'ailleurs, le champion débute par un titre. Les Citizens ont gagné le Community Shield le week-end dernier face à leur dauphin Liverpool. Les Reds en ligne dès ce soir face à Norwich, le promu. Comment se présentent les équipes de Première Ligue? Alors Saïd, dans ce championnat, eh bien, il y a une originalité, c'est que le mercato a été refermé hier. Et attention, précision quand même, les clubs ne peuvent plus acheter de joueurs, mais par contre ils peuvent en vendre et on y viendra tout à l'heure. En tout cas, faisons un peu le bilan de ces achats des clubs anglais. Tout à fait, on va commencer par Arsenal. Sur le papier, c'est peut-être le mercato le plus abouti. Nicolas Pepe est arrivé. Les Gunners se sont aussi fait prêter Dani Ceballos en provenance du Real. La dernière journée leur a permis aussi de renforcer leur secteur défensif en achetant David Luiz et Kieran Tierney. C'est des lacunes défensives. C'était un peu le point faible et les supporters avaient critiqué. Des lacunes défensives présentes aussi à Manchester United. Ils se sont focalisés sur ça. Ils ont signé Wan-Bissaka et Harry Maguire, donc pour 87 millions, qui en fait le défenseur le plus cher. Du côté de Tottenham, ils ont décidé de sortir le chéquier depuis un petit moment, ça faisait longtemps. Ndombele débarque pour 60 millions d'euros. Lo Celso lui aussi arrive en prêt avec une option d'achat à 60 millions. Et enfin, Ryan Sessegnon arrive aussi dans les dernières heures du mercato en provenance de Fulham. Seul gros départ, Trippier qui s'envole pour l'Atlético Madrid. Chelsea, qui est interdit de recrutement, a quand même signé Matteo Kovacic. Ils ont levé l'option d'achat pour 45 millions d'euros. Eden Hazard, lui, fait le chemin inverse et part au Real Madrid. Mais voilà, Chelsea avait anticipé en signant Pulisic en janvier, qu'ils avaient prêté à Dortmund. Et donc, qui revient? David Luiz, Drinkwater et Higuaín ont également plié bagage. Manchester City avait déjà un effectif très étoffé, j'apprends ça à personne, mais ça ne les a pas empêchés d'avoir des petits ajustements et des ajustements très coûteux. Rodri arrive pour 70 millions d'euros et Cancelo a été échangé face à Danilo de 30 millions d'euros. Et Everton. Donc alors Everton, ça fait pas partie du top 6, mais je le rajoute en tant que... Attention à ce que tu dis. Hein. Pour l'instant. Attention à ce que tu dis sur Everton. On a fait 7e la saison dernière. Alors voilà, et 8e. Rajouté, ils étaient 8e. Everton là qui avait été battu par Lyon là à domicile 5-1, n'est-ce pas? Mais ça va mieux. Écoute. C'est ça. Écoute, tu vas voir, on a recruté un peu là. Everton a réalisé un mercato ambitieux, c'est mon coup de cœur. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. Option d'achat levée sur André Gomes qui a fait une très bonne saison l'année dernière. Ils ont aussi acheté le jeune Jean-Philippe Bamin donc pour 25 millions en provenance de Mayence, ivoirien de 23 ans. Djibril Sidibé arrive en prêt aussi. Fabien Delph arrive de Manchester City. Donc voilà, pour la défense, c'est pas mal. Et devant aussi, Moïse Kean a signé, comme Alexis Iwobi dans les... Oui, tu dis pas Kéan? Moi j'aurais dit Kéan. Pour un jeune italien d'origine ivoirienne, j'aurais dit Kéan, mais bon après... Bon, pour te faire plaisir, Moïse Kéan, je te le laisse. Et Alexis Iwobi, peuvent être de très bonnes pioches. Alexis Iwobi Voilà, Alexis Iwobi. Il survole Alexis Iwobi, Annie, vous avez vu? Non, de très bonnes pioches. Le pauvre, il y avait déjà beaucoup d'achats, d'arrivées et de départs. Donc coup de cœur Everton. Je termine juste avec Liverpool en une seule ligne, très rapide. Liverpool n'a pas recruté. Donc voilà un modèle un petit peu atypique. Ils veulent repartir avec le même groupe. Ils ont juste pris un jeune qui s'appelle Seb Vandenberg pour 2 millions d'euros. Donc voilà, est-ce que c'est une bonne chose pour Liverpool de pérenniser un groupe comme ça? Alors effectivement, c'est un peu d'un extrême à l'autre. Rémi, on sait que Liverpool, avec ce groupe, ils sont champions d'Europe, mais surtout on sait que cette année, je dis pas qu'ils vont laisser tomber la Ligue des Champions, mais leur objectif c'est gagner la Première Ligue pour Liverpool. Oui, quand on me dit qu'ils n'ont pas recruté, je vais vous dire que Oxlade-Chamberlain n'a pas joué l'année dernière et il est revenu en fin d'année. Donc, ce qui signifie que c'est une recrue. Donc, lorsque vous voyez, par exemple, un type comme Aurier, il n'a du tout pas joué, il est revenu. Donc, c'est des recrues qu'on appelle des recrues internes. Donc, ils ont beaucoup dépensé. Et maintenant, ils peuvent un peu stabiliser, si ça marche. Et de surcroît, sauf que peut-être des gens comme les Shaqiri pourraient peut-être avoir du temps de jeu, parce que ce que j'ai souvent reproché à Klopp, c'est de ne pas faire tourner. Mais quand on regarde l'effectif, il est quand même consistant, et même Baldé qui est encore là, qui pourra bien avoir du temps de jeu. Je trouve que Liverpool a des armes. Rappelez-vous, il y a 2 saisons, c'est-à-dire que l'avant-dernière saison, Liverpool finit derrière Manchester City avec 25 points d'écart. Cette saison qui vient de s'achever, c'est 1 point d'écart, sans pour autant oublier que vous avez une seule défaite et vous avez le meilleur gardien qui fait 21 clean sheets. Ce n'était pas arrivé en Angleterre depuis 10 ans et 40 ans au niveau de Liverpool. Et vous vous retrouvez avec un latéral de 22 ans qui vous fait pratiquement 15 passes décisives. Donc, ce Liverpool a des arguments, est solide.
Et je l'ai vu en Community Shield, malgré la défaite, c'est eux qui ont quand même eu 15 tirs. Et c'est eux qui ont eu la possession de la balle. Mais c'est eux qui ont mis Manchester City en difficulté, même si Manchester City est parti remporter au tir au but. Ouais, ils ont gagné au tir au but. Ils ont gagné au tir au but. Donc, justement, est-ce que Manchester City, on les connaît et non plus, n'ont pas beaucoup recruté parce qu'on connaît leur effectif. Ah non, mais 159 millions d'euros. 159 millions d'euros Manchester City a recruté. Oui. Avec 2 joueurs seulement. Avec 2 joueurs, oui. Mais c'est comme ça chaque année. On ne va pas critiquer les riches de dépenser leur argent. Ah non, attendez. Mais le problème, c'est que Guardiola, ce que je voulais dire, si c'est c'était quelqu'un d'autre, on dirait que, attendez, pourquoi est-ce qu'il ne fait que recruter? Mais avec Guardiola, chaque année, boum, 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 boum. Le temps nous manque, Xavier. Sur ce championnat, est-ce que ça va encore se disputer entre ces 2 énormes équipes? A priori, oui. Parce que Manchester City et Liverpool, c'est les 2 clubs qui ont des certitudes. Liverpool, on l'a dit, champion d'Europe en titre, vainqueur de la Ligue des Champions. Manchester City a réalisé le triplé. Championnat d'Angleterre, coupe et Coupe de la Ligue. Donc voilà, c'est les 2 clubs, les 2 ogres qui dominent. Pas une Ligue des Champions, s'il te plaît. Non, après, moi-même, j'ai remporté la Coupe d'Aubervilliers, j'ai remporté la Coupe de Seine-Denis. Mais non, j'ai après, aussi la Coupe. Attends, c'est pas possible. J'ai même remporté la Coupe de RFI. Attendez. On voit qu'en tout cas, moi, ce qui est faire 2 années de suite le championnat en Angleterre, déjà, c'est très rare, puisque je crois que la dernière fois que ça avait été fait, c'était Manchester United d'Alex Ferguson, et ça remontait presque à 10 ans. Donc, du coup, c'est quelque chose de très compliqué. Pep Guardiola l'a réussi. Maintenant, son effectif, il le régénère régulièrement. Là, on sait que le roi Sané, il va pas partir puisqu'il est blessé, mais il était question qu'il parte. Donc, forcément, il allait prendre quelqu'un. Son effectif. Donc, voilà. Après, il est parti d'une feuille blanche, là où Liverpool était un petit peu au-dessus à l'époque. On y reviendra, messieurs, sur la Première Ligue parce que la pendule nous dicte son timing et nous sommes obligés, on y reviendra aussi, Saïd, lundi, vous serez toujours là. On reviendra notamment sur le cas Manchester United. Comme on les aura vu jouer entre-temps, eh bien, on verra ce qu'ils valent, ces Red Devils. Parce que tout de suite, eh bien, c'est notre session carton. Carton jaune. Un carton là. Sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Faut être très rapide. Franck Simon, à vous la balle. Carton vert. Le football congolais et notamment à Christian Nsengui Mbiembe, qui est le nouveau sélectionneur, celui qui succède à Florent Ibenge. C'est bien de faire confiance de nouveau à un technicien local et un national. Bon, il a 6 mois pour faire ses preuves. Oui, mais tout de même, c'est bien. C'est bien de lui faire confiance. C'est quelqu'un qui est dans l'antichambre du football congolais depuis maintenant plus de 15 ans. C'est bien qu'il ait sa chance, lui aussi. Alejandro ? Un carton rouge au football espagnol dans son ensemble, car on assiste à une bataille de chiffonniers entre la Ligue et la Fédération pour savoir si on pourra jouer les vendredis ou les lundis. C'est assez triste. À une semaine du début du championnat, on ne sait pas trop quel jour on pourra jouer au football. Alors, on verra ça parce que ça commence dans 15 jours. Hein. Oui, dans une semaine. Dans une semaine. On aura le temps d'y revenir, donc la semaine prochaine. Xavier Barré ? Moi, je vais donner, puisque c'est le début de saison aussi en France, en Ligue 1, je vais donner un grand carton vert. Foot et partout. Oui, un grand carton vert à Christian Gourcuff, parce que j'étais très inquiet après le départ de Vaïd Ali Lodzik, comme ça, à une semaine du début du championnat de France. Et puis finalement, Christian Gourcuff arrive. C'est vrai que c'était une évidence, puisque c'est un apôtre du beau jeu qui retourne dans le club. Il était temps qu'il arrive. Et en fait, c'était une piste qui avait été évoquée maintes fois par le passé, qu'on avait presque oublié. Et là, il revient et j'espère que c'est le bon moment. Rémi ? Presque la quasi-totalité de mes followers de Facebook, Rémi Ngon officiel, m'ont demandé depuis 2 semaines de donner le carton rouge aux autorités camerounaises par rapport à ce qui est en train de se dessiner encore. Vous avez très bien suivi comment est-ce que le ministre algérien des Sports a dit qu'ils ont été tâtés par la FIFA, par la CAF pour qu'ils puissent organiser la CAN 2021. Donc quand on arrive au Cameroun, tous les chantiers sont arrêtés et on a recommencé à dire mais non, on est capable d'organiser, mais tous les chantiers sont arrêtés actuellement et lorsque les visites vont commencer, ils vont recommencer avec quelques petits travaux. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Donc finalement, au Cameroun, c'est toujours la même chose. Comme le dit un proverbe africain, le camp n'arrange son toit que quand il pleut déjà.
Carton vert de Radio Foot à Dani Alves, l'homme qui rebondit toujours. Après 17 saisons en Europe et à 36 ans, le voilà reçu comme une star à Sao Paulo. Lui, l'enfant du nord-est de Bahia qui rêvait depuis tout petit de porter les couleurs tricolores de São Paulo. L'ovation du Morumbi pour sa présentation, en présence de Kaka, a même impressionné Neymar. C'est la fin du premier Café des Sports de cette 10e saison. Merci à tous, merci à Laurent Salerno, au maestro, et merci à toute l'équipe vidéo. Et on vous dit à lundi. Musique du monde, Laurent Salouard. À Essaouira, pour la 22e édition du festival Gnawa et Musique du Monde, c'est la fusion qui domine. Alors les Cubains d'Ocein del Monte, qui ont joué avec les Rolling Stones, vont rencontrer le Maalem Kazaoui Hassan Boussou. Nous rendrons également hommage à Randy Weston avec sa femme Fatoumata Bintou et la patronne Neila Tazi. Yallah! Musique du monde, Laurent Salouard. Demain, à partir de 20h10 TU. RFI. RFI lance pour la 4e année consécutive son RFI Challenge App Afrique. Emmanuel Bastide. Le concours porte cette année sur la ville intelligente et connectée avec notre partenaire NJ Africa. Alors si vous avez un projet d'application innovante qui améliore la vie urbaine, la mobilité, l'habitat, la gestion des déchets, candidatez dès maintenant. Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes entreprises et entrepreneurs africains. Rendez-vous jusqu'au 31 août sur appafrique.rfi.fr. Vous écoutez RFI, il est 18h à Paris et 16h en temps universel. Le journal tout de suite avec Thomas Schnell. Bonsoir. Bonsoir Anne, bonsoir à tous. À la une de ce journal, nous irons à Hong Kong, en côté de la Chine, où les manifestants ne relâchent pas la pression. Des milliers d'entre eux ont débuté un sit-in à l'aéroport pour alerter les visiteurs étrangers sur les violences policières. La chef du gouvernement reste ferme face à ce mouvement pro-démocratie. En Colombie, des milliers de Vénézuéliens confrontés à la guerre de la drogue. Les combats entre groupes qui se disputent le contrôle du trafic de drogue dans le nord-est du pays menacent les migrants vénézuéliens. Et puis Emmanuel Macron promet une réponse ferme aux incivilités. C'est le message qu'il a fait lire à Signes ce matin dans le Var pendant les obsèques du maire Jean-Mathieu Michel. À Hong Kong, des milliers de manifestants ont choisi l'aéroport pour sensibiliser les touristes sur leur combat contre Pékin et pour la démocratie. Carrie Lam, la chef de l'exécutif local, prévient, elle ne lâchera rien. Et dans le même temps, le pouvoir central chinois accuse les diplomates américains d'ingérence. Sur les images d'un reportage, on peut voir le responsable du consulat américain à Hong Kong s'entretenir avec un groupe local réclamant l'indépendance. Stéphane Lagarde. L'heure est grave, la musique de circonstance. La photo publiée hier jeudi par un journal hongkongais est largement reprise par les médias d'État chinois ce vendredi et notamment par CCTV qui sur son compte Twitter y voit la preuve de la collusion supposée entre, je cite, les leaders séparatistes hongkongais et une diplomate américaine. L'image prise le 6 août dernier dans le lobby de l'hôtel Marriott montre Joshua Wong et 3 autres leaders pro-démocratie en conversation avec la conseillère politique du consulat des États-Unis à Hong Kong. La télévision centrale de Chine enfonce le clou. Les étudiants auraient eu une attitude très respectueuse auprès de la dame au look très américain, comme si c'était elle, je cite encore, le big boss. Autrement dit, ce sont les États-Unis qui tirent les ficelles du mouvement anti-gouvernemental à Hong Kong, comme le répète depuis maintenant des semaines la propagande chinoise. Cette image, accompagnée de commentaires sur un complot ourdi par les forces de l'étranger, a été vue plus de 160 millions de fois sur la plateforme Sinablog jeudi. Pour le porte-parole du département d'État américain, divulguer des informations privées, des photos, le nom d'un diplomate et de ses enfants est digne d'un régime voyou. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI. Et la contestation a débuté il y a 2 mois, jour pour jour, à Hong Kong. Elle risque d'avoir d'énormes conséquences sur l'économie de la place financière d'Asie du Sud-Est, selon les mots de la chef du gouvernement local, Carrie Lam. Les États-Unis ne sont pas prêts à signer un accord commercial avec la Chine. Déclaration de Donald Trump à la Maison-Blanche. Juste avant de partir en congé, le président américain officialise ainsi l'impasse des négociations entre les deux puissances. D'ailleurs, il évoque la possibilité d'annuler les prochaines discussions prévues en septembre. Jean-Yves Le Drian répond à Donald Trump. La France n'a besoin d'aucune autorisation pour s'exprimer sur l'Iran, selon le ministre français des Affaires étrangères. Hier, le président américain avait mis en garde Emmanuel Macron, affirmant que